sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Bonjour tout le monde, je suis contente parce que il y a des têtes que je connais dans le public, donc ça veut dire que tout comme vous qui nous regardez, on arrive à fidéliser quand même. Il faut dire que dans Bel et Bien ensemble, c'est une parenthèse pour se sentir bien. Donc je vous souhaite la bienvenue dans cette émission avec l'équipe habituelle, Sarah Cadour, Arnaud Loquet et bien sûr le public qui peut, je le rappelle, poser des questions. Quand vous avez une question, vous levez la main et donc vous pouvez la poser. Vous savez qu'en 2025, il y a plus d'un homme sur trois qui a trompé son ou sa partenaire. Waouh. Momo dans le public. Un homme sur trois, évidemment. Vous faites partie des deux autres. Non, mais ne me faites pas mal au cœur. Ce serait trop difficile pour moi d'entendre ça. Bon, il y a du progrès parce qu'en 2019, c'était un homme sur deux. Bisous à vous. Donc, notre dossier du jour, vous l'aurez compris, parle de l'un des plus grands tabous du couple, l'infidélité. Est-ce qu'il faut donner une seconde chance après une trahison amoureuse? Ensemble, on va aborder la question avec sincérité, avec bienveillance, bien sûr. On va essayer de comprendre, tout pardonner. Et on va essayer de vous aider avec mes invités à trouver des solutions concrètes. Au programme de cette émission, Caroline a fait le choix de ne pas se séparer malgré la trahison. Elle nous raconte son chemin pour se relever et réapprendre à aimer grâce à Claire et Anthony, un couple de thérapeutes. Et puis les filatures, les planques, les surveillances discrètes, c'est le quotidien de notre invitée, Julie Catalifo. Elle est détective privée. Elle traque l'infidélité, elle va nous raconter ses enquêtes les plus folles. Ce sera dans un instant. Et puis tout de suite, on accueille notre psychanalyste et thérapeute de couple, Cécilia Como, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Cécilia, merci d'avoir accepté notre invitation. On a bien besoin de votre éclairage parce que, au vu du nombre d'hommes qui trompent leurs partenaires, on peut se dire que les hommes. Pas que les hommes, bien sûr, mais enfin, on a vu quand même que c'était une majorité. On en reparlera, bien sûr, dans cette émission. Mais c'est vrai que ça fait très mal. Et je voudrais qu'on puisse aider nos téléspectateurs. Première question, est-ce qu'on peut repérer les signes avant-coureurs de l'infidélité? Est-ce qu'il y a des choses qui ne trompent pas? Alors, sans pousser les gens à devenir des enquêteurs ou à être complètement parano, rétrospectivement, parce que malheureusement, c'est souvent après qu'on voit ces signes-là, et les gens me parlent d'un désinvestissement dans le couple. Alors, il faut faire attention parce qu'un désinvestissement, ça peut être un investissement ailleurs parce que la personne monte une entreprise, ça peut être un désinvestissement parce que la personne est déprimée. Mais ça peut être aussi un désinvestissement parce qu'on est investi dans une autre histoire. Souvent aussi, on note une absence émotionnelle. Donc la personne est là, mais elle n'est pas vraiment là. C'est vrai parfois qu'il y a un changement d'habitude. Il est plus pimpant, pour dire il. Il est plus apprêté. Et puis, il y a aussi ce téléphone qui est devenu totalement inaccessible, greffé sur la main de la personne et à 99% qui est retourné, évidemment. Donc l'addition, c'est surtout l'addition de ces signes. Un signe en particulier, faut pas accuser quelqu'un sur un de ces signes. Ça dit pas grand-chose isolément, sauf peut-être le téléphone, parce que ça, c'est vraiment récurrent. De toute façon, le téléphone dans la tromperie, c'est clé. Merci beaucoup, Cécilia Como. Sarah, comme d'habitude, vous avez sondé les Français sur la thérapie. Sur pas la du thérapie tout. de groupe. Une thérapie, Agathe. Ça n'existe pas. La thématique du jeu. C'est ça, je leur ai fait croire que mon chéri, Rémi, était infidèle. Voilà, et qu'il fallait que je me venge. C'est totalement faux. C'est faux, on est d'accord. Ah oui, est-ce que je peux te demander un petit service? Je suis en couple, moi, depuis 2 ans, mais j'ai appris qu'il y a une petite infidélité. Est-ce qu'on peut juste se prendre en photo ensemble? Oui. Comme ça le rend un peu jaloux et je lui fais croire que moi aussi. Ok. Et là, tu rigoles un peu, genre on est amoureux. Oh là là! Attends, comme ça. Comme ça. Oui, je vais faire, j'ai pas d'ennui. Non, t'auras pas d'ennui, t'inquiète. Non, il est agent de sécu, mais ça va. Ah, Il est ok, un peu d'accord. balèze, mais Ouais, ça va. ok.
Eh ben, dis-moi, on s'est vite rattrapé, hein. On est vite passé à autre chose, la petite. Je l'ai vite oublié, Rémi. Ouais, alors qu'il ne le mérite pas, on l'embrasse. Merci Sarah, je vous laisse rejoindre le public. Alors, comment réagir face à l'infidélité? Est-ce qu'on est tous capables de donner une seconde chance? C'est vraiment la question du jour. Est-ce qu'on peut faire de la trahison une force? Aujourd'hui, je reçois l'humoriste et comédienne Philippine Delair, qu'on adore. Mariée depuis 7 ans, elle a découvert que son mari entretenait une relation avec une autre femme depuis plusieurs mois. Et aujourd'hui, elle a choisi d'en rire sur scène et elle est ici pour témoigner. Bonjour Philippine. Bonjour, merci de me recevoir. Alors, je vais faire votre CV et j'espère que vous avez du temps parce que franchement, on vous connaît sous plein d'aspects. D'abord, on vous a découvert sur les réseaux sociaux parce que vous avez des sketchs qui sont hilarants, qui sont devenus viraux. Pardon, j'ai un cheveu qui me gêne. Donc, des sketchs hilarants. C'est sur les mamans compètes. Bon, Oui. moi, c'est ma passion. Donc ça, ce sont les mamans en perpétuelle surenchère. Il y a la tata sans enfant aussi qui est malmenée par ses neveux et nièces. Et depuis, votre carrière, elle n'a cessé de prendre de l'ampleur, des rôles à la télé, un premier spectacle sur scène. Et puis sur le plan personnel, une relation solide avec votre mari à l'époque, depuis 7 ans, super beau mariage et tout. Et puis un jour, il y a 2 ans et demi, vous découvrez sur son téléphone, on en parlait avec Cécilia tout à l'heure, qui vous trompe depuis plusieurs mois. C'est vraiment une scène digne des plus mauvais films. Et parce que vous vous en doutiez pas du tout, vous ne pouviez pas imaginer que ça vous arriverait. Des plus mauvais films, mais en même temps des meilleurs aussi, parce qu'il y a une intrigue. Du coup, il se passe des choses. Il y a des Et rebondissements. Voilà, il y a des rebondissements, donc c'est intéressant. Mais oui, bien évidemment, je m'y attendais pas du tout. Et je pense que comme pour beaucoup, en effet, je l'ai appris par un message où tu tombes sur quelque chose un jour et tu te dis... Oh, mon Mais Dieu, c'est quoi qu'est-ce qui se passe tomber? C'est parce que vous n'avez pas fouillé, c'est juste que Euh, il est arrivé au moment où vous aviez le téléphone Non, devant non, vous? j'ai regardé parce qu'il y a eu une situation qui a fait que j'ai dû regarder le téléphone à ce moment-là. Vous avez fait une perquise, Et, comme dirait voilà, Sarah c'est ça. Cadour. J'ai fait une perquise. Et en fait, il y a une phrase qui est incroyable, justement. Une femme sur les réseaux m'avait écrit un message en me disant « Je suis désolée que vous ayez dû vivre le sol qui se dérobe sous vos pieds ». Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me souviendrai toujours, enfin le corps se souvient encore aujourd'hui, de lire un message et de comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'a rien vu venir. Et en effet, de ce truc de « Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Et je sens plus mes jambes et je sens C'est plus le rien. gouffre, oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi un effet physique. C'est-à-dire qu'on a les jambes en coton. Et puis psychologiquement, alors c'est le choc, vous étiez sidérée. Oui, vraiment, il y a... Ouais, c'est vraiment ça, c'est un état de sidération, je pense, qui se Vous passe. en avez tout de suite parlé, vous avez tout de suite explosé ou vous l'avez gardé pour vous? Non, j'en ai parlé tout de suite parce que j'étais avec mon ex à ce moment-là, donc j'en ai parlé très rapidement, mais j'y croyais pas. Donc en fait, rien n'est très rationnel à ce moment-là. Même moi, dans ce que je disais, c'était juste c'est impossible, c'est impossible, c'est impossible, c'est pas nous, c'est pas mon couple, c'est pas lui, c'est Il pas a moi. avoué tout de suite ou pas? Oui. Oui, oui, il a fini par avouer. Après, la personne aussi qui vit ça, je pense, se retrouve... c'est pas prévu non plus qu'elle se fasse avoir. Donc, en fait, même pour lui, c'est surprenant et il n'a pas forcément son discours qui est prêt pour expliquer. C'est intéressant toujours de voir aussi l'autre côté et d'essayer de comprendre comment lui a réagi à ce moment-là. C'était pas prévu pour lui non plus. Et vous êtes tombé du 15e étage à ce moment-là parce que vous ne vous en doutiez absolument pas. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur? Non, bah, j'essayais de chercher là en me disant est-ce que j'en ai eu? Peut-être, je sais pas. Franchement, moi, ma relation, elle a été très belle et je préfère aujourd'hui, je suis tellement bien, je suis tellement heureuse que je veux pas essayer de chercher. J'ai essayé de chercher pendant longtemps, mais tu te tords l'esprit, tu te tortures surtout à chercher les signes, qu'est-ce que je n'ai pas vu, pourquoi tu te culpabilises, à te dire comment c'est Pourquoi est-ce qu'il a eu besoin d'aller chercher autre chose? Est-ce que je... Oui, aussi, tu te culpabilises toi, parce que quand on te trompe, on vient choisir quelqu'un d'autre que toi. Donc, ça vient en effet complètement remettre en question la personne que tu es. Ouais. Mais il y a très rapidement, je me suis dit, il faut arrêter de culpabiliser et arrêter de se torturer l'esprit à imaginer tous les scénarios que tu n'as pas vus, parce qu'en fait, tu vas dégringoler à ne faire que penser à Oui, ça. ça qu'on peut perdre vraiment l'estime de soi aussi. C'est Ouais. ça. Ça vient aussi appuyer beaucoup sur l'ego, hein, c'est vrai. Se dire, Ah oui. c'est aussi une blessure d'ego, en plus d'être une blessure amoureuse, et c'est la double peine. Est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, tiens, je vais lui laisser une seconde chance? Est-ce que ça a pu être une solution envisagée? Oui, moi au départ c'est intéressant parce que c'est rigolo parce que il y a toujours ce qu'on projette d'une situation avant l'avoir vécue et la réalité. Et moi c'est vrai qu'avant de vivre ça, je m'étais toujours dit moi si je me suis trompée un jour, je ne pourrais pas pardonner, j'agirai comme ça, c'est noir ou blanc, c'est bien, c'est mal. Et en fait quand ça t'arrive, tu dis ah mais en fait c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et cet homme j'en suis amoureuse, donc en fait on va se battre pour retrouver notre couple. Et moi je me suis dit très
très rapidement, ok, on va passer au-dessus de ça, on est plus fort. Et ça peut être merveilleux, justement. Après, avec cette personne, c'est finalement pas ce qui est arrivé, on s'est pas battu pour notre couple. Mais aujourd'hui, justement, moi, ça m'a limite encore plus donné foi en l'amour, de me dire, en fait, si tu rencontres la personne avec qui tu as envie de te battre pour ton couple, c'est merveilleux. Et justement, quand tu vois un couple, tu te dis aujourd'hui, bah, regarde, eux, ça fait je sais pas combien d'années qu'ils sont ensemble, ils ont vécu ça, 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 et malgré toutes ces choses-là, ils sont encore ensemble, mais c'est merveilleux. Et c'est génial de surpasser les obstacles, c'est comme ça qu'on se soude. C'est ça, et c'est qu'effectivement, peut-être que des années après, on finit quand ça n'a pas marché, et qu'on a trouvé l'amour après, le vrai, celui que vous décrivez. On peut presque remercier la maîtresse et l'ex finalement, d'avoir stoppé la relation. Bah moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est un peu, en effet, dire merci à la personne et aux personnes qui ont fait ça, parce que déjà, bah, je leur souhaite d'être heureux ensemble, vraiment, pour pas que ce soit arrivé pour rien, parce que c'est génial s'il y a une belle relation. Mais surtout, moi, en tant que personne, ça m'a tellement remué, chamboulé, ça m'a fait péter toutes mes fondations, que ça m'a obligée aussi de me reconstruire et d'apprendre aussi sur moi et de faire un vrai travail. Et même de faire changer la trajectoire de votre spectacle, parce que ce qui est aussi quand même assez insolite dans cette histoire, c'est qu'à ce moment-là, quand vous apprenez l'infidélité de votre mari, vous êtes en pleine écriture de votre spectacle. Et dans ce spectacle, à la base, vous chantez les louanges de votre couple, de votre mari et tout. Et donc, bah, finalement, tout va changer. Vous avez décidé de changer la trajectoire de votre show, et vous faites de la lâcheté et du mensonge une force, en fait. Alors en fait, surtout ce qui se passe, c'est que plus que l'écrire, je suis en train de le jouer à ce moment-là. Donc ça fait 3 mois que je joue mon nouveau spectacle qui se passe bien, les retours sont super, je suis très heureuse et je me dis oh là là. Et Oui, vraiment, donc à ce en plus, moment-là de vous ma avez vie, déjà pris des habitudes avec votre ah public. ben bien et sûr. tout. Et à ce moment-là de ma vie, vraiment, je me dis je suis tellement heureuse. Vraiment, je me réveille tous les matins en me disant je suis hyper heureuse et j'ai trop de chance dans ma vie. La vie, elle est super belle. Et en fait, je joue ça et j'apprends que je suis cocu. Et donc là, je me dis ah, en fait, il y a des trucs que j'avais pas vus. Je suis peut-être pas si heureuse que ça finalement. Enfin, je l'étais en vrai. Hein. Et là, je me suis dit bon bah le problème, c'est que 10 jours après, j'étais sur scène pour jouer mon spectacle qui parlait en effet en grande partie de mon mariage incroyable. Donc là, je me suis dit bon, ce spectacle, il plaît aux gens, il me ressemble beaucoup, il parle de mon histoire. Il va falloir que je l'adapte en fonction de ma vie personnelle. Et en effet, sur scène, j'ai raconté ma demande en mariage et juste après, j'ai dit je viens d'apprendre que j'étais cocu depuis plusieurs mois. Et là, je me suis dit, il faut peut-être pas que je donne la temporalité. On Oui, va c'est enlever le je viens d'apprendre. Ouais. Et petit à petit, à chaque fois que j'ai joué, j'ai commencé à prendre un moment des antidépresseurs. Et j'étais vraiment la tête, parce qu'en effet, j'en parle avec le sourire, mais j'étais très, très malheureuse à ce moment-là. Et je me suis dit, allez, go, t'as quand même des situations très, très rigolotes. Et quand t'auras la tête un peu plus hors de l'eau, tu pourras en faire des sketchs. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Et cette version, je l'aime tellement. Et c'est pour ça, merci, en effet. Oui, et puis alors après, on imagine aussi tout ce que ça a dû vous demander comme énergie, d'arriver un peu à vous dissocier pour jouer ce spectacle dans la joie, parce que on a cette obligation-là aussi, hein, c'est de faire plaisir à son public. À ce moment-là, les gens ne le savent pas parce que donc, je ne donnais plus la temporalité très rapidement, mais le public ne se rend pas compte à quel point, en effet, à ce moment-là de ma vie, il m'a porté, il m'a permis de garder foi en la vie, je pense, parce que vraiment, j'étais très, très mal et j'étais pas bien du tout et j'avais des idées pas très gaies aussi. Et les gens se rendaient pas compte de mon état, mais en fait, je montais sur scène et monter sur scène face à un public. Et quand tu es seule sur scène, il faut aussi que tu fasses croire aux gens, en tout cas, que tu as confiance en toi, que tu te sens bien, que tu te sens belle et que tu te sens armée pour jouer face à eux. C'était beaucoup d'illusions. Mais en même temps, chaque soir, ça me permettait pendant 1h30 de ne penser qu'à mon spectacle et qu'à ça. Et ça m'a permis de garder la tête hors de Parce l'eau. qu'il faut quand même le dire, et je pense que tous ici, enfin, il faudrait qu'on lève le doigt, mais je pense qu'on a tous été trompés, ou Arnaud, apparemment, il est cool. Mais ça fait un mal de chien. C'est atroce comme douleur. C'est une des douleurs les plus vives. Mais on sent que ça vous a rendu plus forte. Oui, mais c'est ça qui est fou, moi, avec la vie. Et justement, dans mon spectacle, je parle aussi... moi, j'aime beaucoup parler des épreuves de vie, en tout cas celles que j'ai connues, et comment tu les transformes en des choses positives. Et c'est ça qui est beau en même temps, c'est ce qui fait qu'on est vivant. Et moi, j'aime trop parce que ce spectacle, justement, il est beaucoup plus dense. Il parle de la vie, il parle de la mort, il parle du mariage, il parle du divorce, il parle de chaque chose de la vie. Et en même temps, c'est ce qui fait que la vie, elle est belle aussi, parce qu'on vit plein de choses. Oui, parce qu'en plus, j'imagine que vos spectateurs ont vécu, pour la plupart, parce que tout le monde n'est pas comme Arnaud, l'infidélité. Et donc, ça leur fait du bien d'aller vous voir, tout comme vous nous faites du bien ce matin, Philippine, tout comme vous nous faites du bien sur vos réseaux. Enfin voilà, vous avez une mission sur Terre, elle est remplie. Je crois que vous donnez de la joie. Merci. Et en ça, on vous remercie. Merci beaucoup, Philippine Delair, d'avoir accepté de vous livrer dans Bel et Bien Ensemble. Je vais rejoindre Cécilia Como, notre experte thérapeute de couple.
Sarah, les Français que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils redoutent eux aussi cette trahison amoureuse? Alors, ils redoutent la trahison amoureuse, même si parmi eux, il y a des infidèles repentis, vous allez voir. Ouais. Est-ce qu'on vous a déjà trompé, vous? Non, rarement. Rarement, donc... C'est plus moi. Ah ouais? Non, jamais. Ou je l'ai jamais su. Vous Hein. l'avez jamais su. C'est encore pire. Si votre partenaire vous trompe, vous préférez le savoir ou rester dans l'ignorance, vous? Oui, le fait de le savoir, pour ma part en tout cas, ça serait important. Je pense que tout ce que tu ne sais pas ne peut pas te faire de mal. Donc, si c'est juste une fois, je préfère pas le savoir. Sinon, si je le sais, c'est fini, quoi. Donc, ça sert à rien. Vous préférez que votre partenaire vous trompe, mais reste avec vous, ou alors vous quitte car elle est tombée amoureuse d'un autre? Alors je pense que c'est mieux de quitter, parce qu'on a trouvé meilleur ailleurs, et c'est peut-être une part de franchise et de responsabilité. S'il tombe amoureux de quelqu'un d'autre, c'est que quelque part c'est fini. Qu'il parte et qu'il fasse ce qu'il a envie, que chacun soit son côté, mais pas ensemble à souffrir. Un petit message pour les ex qui vous ont trompé. Qu'est-ce qu'on pourrait leur dire? Tant pis pour vous. Ouais, tant pis. Alors, avec tout ce qu'on vient d'entendre sur l'infidélité, moi j'avais une petite question, Agathe, si vous me le permettez, à Philippine. Eh bien non, Sarah. Ah mince, désolée. bon, à Et bientôt. donc, Non, mais je ne sais pas si vous avez retrouvé l'amour depuis ou eu quelques aventures, mais est-ce que c'est pas difficile quand on a eu ce passé-là de refaire confiance? Alors, c'est une très bonne question parce qu'en effet, je me la suis beaucoup posée. Et oui, j'ai rencontré quelqu'un depuis, je suis en couple depuis 2 ans avec quelqu'un et c'est assez incroyable. Et très rapidement, je me suis dit, oh là là, je commence à sentir que j'ai des sentiments. Et j'en ai parlé à ma merveilleuse psy, d'ailleurs, et qui m'a dit, il faut lâcher le contrôle parce qu'en fait, on peut rien contrôler, justement. Même quand moi, je pensais que ça allait bien, il s'est passé des choses. Donc finalement, on se dit, bon, je pense qu'au bout d'un moment, il faut se dire, bon, ce qui est merveilleux avec l'amour, c'est qu'on se lance dedans et qu'on contrôle rien. Et en même temps, s'il doit arriver quelque chose, il arrivera quelque chose, de toute façon. c'est peut-être lui qui Voilà. sera cocu, c'est hein, ça. je vais vous dire. On sait pas. Bon, ça va, on parle de ça. Philippine Delair, merci pour votre témoignage. Il faut absolument aller voir Philippine dans son spectacle Fifi à papa. Vous allez voir, c'est un spectacle très intime. On a compris que vous parlez de votre vie de façon hyper sincère. Évidemment, vous êtes à mourir de rire. Vous êtes en tournée dans toute la France et au Théâtre La Bruyère à Paris les 21 septembre, 19 octobre, 16 novembre, 7 décembre prochain. Eh bien, ça va pas chômer, ma petite. Merci. Merci, Philippine. On peut l'applaudir. Merci beaucoup. Un rayon de soleil. Merci beaucoup. Alors, dans cette émission, on se pose la question de la seconde chance. Et Arnaud, vous êtes justement allé à la rencontre d'un couple qui a eu la force, et c'est quand même très rare, faut le dire, de surmonter l'infidélité. Ce qui est hyper chaud dans ce genre de situation, on l'a vu avec Philippine, c'est que dépasser une infidélité, ça amène plusieurs choses. Je pense que vous le voyez souvent, vous aussi. On ne sait pas si on doit pardonner, si on doit se réconcilier. Après, c'est hyper dur de faire confiance à l'autre. Eh bien, moi, je vais vous donner une solution hyper originale qu'on a trouvée sur le terrain. C'est un couple qui se fait coacher par un autre couple. Regardez. Claire et Anthony Fradet sont mariés depuis 10 ans et s'appuient sur leur propre expérience pour proposer un coaching personnalisé aux couples en difficulté. Paul est allé à leur rencontre à Lyon pour comprendre les dessous de leur méthode. Bonjour. Bonjour Anthony. Bonjour Paul. Bonjour Claire. Bonjour Paul, bienvenue. Ils ont lancé leur accompagnement en ligne durant le confinement. Avec plus de 150 000 followers sur les réseaux, ils font partie des love coachs les plus suivis en France. Notre philosophie de départ, c'est qu'en fait, il n'y a pas une relation qui existe. Il y a 2 relations. Chacun vit sa relation dans sa tête. Moi j'ai ma relation à toi et toi t'as ta relation à moi. Elles sont pas symétriques en fait. En 6 ans, Claire et Anthony ont accompagné plus de 2000 personnes. Ils mettent l'accent sur le rôle individuel de chacun pour dépasser les situations de crise dans le couple, comme dans le cas d'une infidélité. La personne qui a été trompée, elle doit travailler sur le choc émotionnel, elle doit travailler sur la signification qu'elle donne à l'événement, que ça ne devienne pas son identité. La personne qui a trompé, elle doit travailler sur la culpabilité, à passer justement de cette culpabilité à la responsabilité. Il n'y a pas de responsabilité d'une personne sur les actions de l'autre personne. Ça c'est fondamental. Comment on fait pour reconstruire petit à petit la confiance dans le couple? Comprendre le mécanisme ensemble, c'est ce qui permet de s'assurer que dans la nouvelle version de la relation qu'on va construire, on ne va pas retomber dans ce même mécanisme. La deuxième étape, c'est de retrouver la confiance. Et là, c'est un peu contre-intuitif, mais c'est comprendre qu'il n'y a pas de garantie dans un couple. Et en réalité, qu'il y ait eu infidélité ou pas, on est tous à égalité. On n'aura jamais la certitude à 100% qu'il ne se passera rien, que l'autre sera toujours fidèle.
Et leur méthode fonctionne. Bonjour Caroline, comment vas-tu? Ça va, je suis contente de te voir. Claire accompagne Caroline depuis quelques mois et l'a aidée à surmonter l'infidélité de son compagnon. Ce que je voudrais te proposer aujourd'hui, c'est de revenir un petit peu sur ton cheminement depuis cette infidélité et de me dire un peu ce que tu as appris finalement sur votre relation. Je t'ai dit assez vite que je voulais m'en sortir et que cette relation comptait. Aujourd'hui, j'ai conscience que j'ai fait un choix, le choix de cet homme. Je voulais pas rester dans le il m'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, et d'être dans cette tristesse et cette colère. Cet événement, cette infidélité, nous a permis, nous deux, de nous rebrancher correctement et de bouger des choses en nous aussi. Je vais pas remercier l'infidélité, mais ça pourrait presque être ça, quoi. Paul est parti rencontrer Caroline pour en savoir plus sur son histoire. Quand on découvre ça, on n'est pas forcément au mieux de sa forme. Il y a une espèce de sidération, il y a une espèce de choc. J'étais en colère contre lui. Il y avait aussi un peu de la colère contre moi sur ce que j'avais pu faire ou ne pas faire. En quoi ça vous a aidé l'approche de Claire et Anthony? Je pense que leur approche est différente. Personnellement, j'avais pas envie d'être dans un canapé à raconter ma vie. Je trouve que dans le fait de le faire en ligne, il y a quand même une notion de on prend notre temps. Et puis il y avait l'approche de c'est un couple qui peut vivre aussi des hauts et des bas comme dans chaque couple. C'est pas parce qu'ils sont thérapeutes de couple qu'ils vivent pas de disputes, et ça ils le disent clairement. Et puis c'est surtout qu'il y a d'autres personnes sur la plateforme qui partagent aussi. Donc vous vous sentez pas seul. Comment se porte votre couple aujourd'hui? Le coaching a aidé. Ça a permis de mettre en lumière aussi que tous les deux, on devait aussi travailler sur d'autres choses qui sont en fond, sur des espèces de blessures qu'on peut avoir chacun. Mais notre couple va bien. On se remet à faire des projets, donc ça, c'est chouette aussi. C'est une super bonne idée. Super. Et puis surtout, la très bonne nouvelle, c'est que vous l'avez vu, ils sont en couple encore, comme quoi ça marche. Et que c'est sûr que c'est hyper dur, on ne peut pas être moralisateur à dire que surmonter une infidélité, ça se fait comme ça. Je pense que la clé, je pense que vous serez d'accord, c'est qu'il faut arriver à comprendre pourquoi on est arrivé là, être capable de surmonter, pas se le renvoyer dans la tronche à chaque dîner en disant tu m'as trompé, t'as pas été fidèle. Surtout à chaque engueulade, on a tendance à vouloir remettre tout sur le tapis. Cécilia, quand on décide d'ailleurs de redonner une chance à son partenaire, c'est qu'on pardonne. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais c'est quoi le pardon en amour? C'est oublier, c'est quoi? Le pardon amoureux, c'est pas oublier. C'est pas oublier ce qui s'est passé. D'ailleurs, les gens n'oublient pas, pour être honnête. Ça ne s'oublie pas. En revanche, c'est réussir à en faire quelque chose. Et donc, à minima, je dirais que pour pouvoir pardonner, il faut comprendre ce qu'il s'est passé avec des réponses honnêtes. Effectivement, si on veut regagner de la confiance, il faut commencer par là. Parce que sans compréhension de ce qui s'est passé, les gens le disent bien, leur cerveau mouline et ils n'arrivent pas en fait à passer à autre chose. Deuxièmement, il faut se sentir entendu et reconnu dans sa souffrance. Parce que déjà, si on veut accorder son pardon, il faut que l'autre puisse, déjà avoir demandé pardon, mais aussi être en capacité de reconnaître la souffrance, la douleur qu'il a infligée. Et la troisième chose, peut-être, c'est qu'il faut renoncer à l'idéal du couple parfait tel qu'on l'avait élaboré et réfléchir peut-être plus à un couple vrai et donc un couple avec des failles. Je pense que ces 3 points-là sont assez indispensables, mais la question de confiance, et on l'a vu avec Philippine, sera forcément cruciale pour la suite. Merci beaucoup, Cécilia. Est-ce que ça vous dit de répondre aux questions improbables de Stan Gusman? Dites oui, parce que sinon je suis dans l'ennui. J'adore les questions de Stan. Et on l'accueille tout de suite. Agathe, j'ai remarqué quelque chose d'absurde. En fait, avant, à chaque fois que je me faisais tromper par une de mes copines, enfin à chaque fois, disons que ça n'arrivait pas souvent, mate le gars quoi. Bref, qu'importe. Disons qu'à chaque trahison, j'ai toujours eu le même réflexe toxique, dégainer ma playlist rupture et corps de cou. Dedans, il y avait ça par exemple. Ça c'est terrible. Voilà, là quand j'écoute ça, je me complais dans ma douleur et j'ai l'impression de rester connecté encore un peu à celle qui m'a trompé. Bref, j'ai voulu comprendre pourquoi j'ai besoin de me shooter à ce genre de musique déprimante à chaque fois qu'une femme me trahit, notamment en écoutant du Céline Dion. Écoutez. Oh là là. En fait, le choix de ces titres n'a rien d'un hasard.
En fait, je choisis d'écouter des chansons qui confirment mon drame intérieur. Quand Céline dit par exemple « fallait pas tant donner, moi je ne sais pas jouer », moi je me dis « mais oui, exactement tout pareil, la même chose pour moi ». En gros, je veux pas aller mieux, je veux avoir raison d'aller mal. J'ajoute à cela l'effet miroir. Quand j'entends Céline, prête à s'inventer reine pour que son ex revienne, je me sens moins seul. Je me dis qu'elle a vécu la même chose que moi et c'est rassurant de savoir qu'elle a souffert. Je suis un psychopathe. Enfin, si on aime ces musiques tristes, c'est pour le fantasme de la reconquête. Dans les paroles, l'amour pardonne tout, même la tromperie. Céline pourrait se changer en or pour que son mec qui l'a trompée l'aime encore. Forcément, quand on écoute ça, on se met à espérer le retour de l'amour fou, même après les incartades. Un espoir fou qu'on entretient au cinéma. Tenez, dans La Boum, par exemple, le père de Vic, qu'est-ce qu'il fait? Il trompe sa femme. Ah bien, ils se quittent, ils se réconcilient et ils font un gosse. Et sur la route de Madison, qu'est-ce qu'elle fait, Meryl Streep? Elle cocufie son mari avec qui? Avec Clint Eastwood, pour revenir auprès de lui et l'aimer encore plus fort. Comme si le fait d'avoir des cornes était le climax d'une histoire d'amour et le commencement d'un renouveau amoureux. Bref, à cause de cet imaginaire, on se surprend parfois à rêver « pourvu que ma meuf me trompe, pour qu'on puisse brûler notre passion et repartir sur un nouvel élan, ce serait génial !» Cécilia, on est d'accord, ce mythe de la seconde chance post-tromperie qu'on célèbre dans la musique ou le cinéma, je veux dire, n'existe pas dans la vraie vie. Non, on est d'accord. Quand on trompe sa chérie, c'est le drame. On n'est pas tout à fait d'accord, Stan, parce que dans la vraie vie, c'est quand même souvent le cas. Soyons optimistes. En revanche, le happy ending, c'est vrai qu'il n'est pas évident et que quand même, les cabinets de thérapie sont remplis de gens qui veulent surmonter cette épreuve. Néanmoins, et là, je vous rejoins, et comparativement aux générations précédentes où on fermait volontiers les yeux sur l'infidélité pour éviter la séparation, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'infidélité est devenue quelque chose d'intolérable qui peut très sûrement conduire à une séparation. Ok, donc on ne peut plus tromper, c'est fini. C'est ça la morale. Oui, désolé Stan, allez, ciao. Ouais. C'était mieux avant. Encore une fois, tout penaud, le pauvre chou. Bon, on a hâte de le retrouver quand même. On le retrouvera dès demain dans Bel et Bien Ensemble, évidemment. Cécilia, quand on est trahi, on l'a dit, ça fait un mal de chien. Qu'est-ce que ça touche, en fait, au fond de nous, l'infidélité? Alors, ça touche des choses qui sont effectivement assez essentielles à l'estime de soi. Et l'infidélité, elle ne fait pas seulement mal parce qu'elle trahit, mais elle fait mal parce qu'elle ébranle la place qu'on pensait avoir dans la vie de l'autre. On se pensait unique, spécial, irremplaçable. Et ce qui est d'ailleurs la base du couple monogame. C'est-à-dire que le couple et l'exclusivité se construisent sur ces idées-là. Et cette réalité de découvrir qu'on n'est pas la préférence absolue de quelqu'un, quand ça se disloque complètement, ça bouscule énormément les références qu'on a amoureuses, ça bouscule aussi le rapport qu'on a à autrui, puisqu'on s'imaginait comme ça être seul au monde, ça bouscule évidemment la confiance qu'on peut accorder à quelqu'un et même la vision de l'amour. Oui, c'est ça, en fait. Et puis tout ce qu'on avait aussi projeté dans le futur. Et oui, effectivement, on peut se dire que l'amour, c'est nul après tout ça, tellement on est au fond du trou. Merci beaucoup, Cécilia. Je rappelle que toutes vos solutions bien-être sont sur les réseaux sociaux de l'émission et toutes les solutions bien-être de nos experts en général. Et Sarah, il y a une question. Il y a une question. C'est Rochanara qui a une question pour Cécilia Como. Bonjour, alors ma question, ça serait, est-ce que pour vous, l'infidélité, ça serait pas un moyen justement d'éviter d'affronter la réalité ? Ça peut, mais ce n'est pas toujours le cas. En réalité, il y a vraiment 3 types de facteurs qu'on retrouve dans l'infidélité. Des facteurs personnels, donc ça va être des gens curieux qui veulent tester, qui veulent avoir de nouvelles expériences. Il y a les facteurs relationnels, donc là qui rejoint ce que vous dites, c'est-à-dire que vraisemblablement la relation est insatisfaisante et ça n'est pas exprimé. Et puis il y a les facteurs contextuels, j'ai un peu l'occasion qui fait larron, j'avais trop bu, ces infidélités d'une soirée, j'étais très loin et j'étais tout seul. Voilà, donc c'est pas le couple n'est pas toujours responsable d'une infidélité. Je pense que c'est important ça. Voilà, ça c'est important de le noter. Et qui dit dispute, Cécilia dit réconciliation quand même. Ça c'est cool. Pour se retrouver, rien de tel qu'un bon petit plat, on accueille notre chroniqueuse Héloïse Brion. Ça va, Héloïse ?
Très bien, Agathe. Aujourd'hui, c'est la recette de la réconciliation. Donc, vous avez intérêt. Notez-la au cas où vous disputez. C'est quand même intéressant. C'est important. Oui, parce que quand on cuisine pour quelqu'un, on fait avec ses mains, avec son cœur, avec tout son amour. Et donc, du coup, ça se transmet. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous préparer. Oh là Petite là tarte aux fraises. Mais non, mais en regardez forme cette de mignonnerie cœur. absolue. Oh Non, là mais là. Oh là là. Oups, ça Voilà. Vous voyez C'est assorti avec ce que je porte. Voilà, que vous, pouvez Belle que attention. vous pouvez partager ou non. Ouais. Bah, Ou non. voilà. Ou non. Ou non. Là, j'ai fait chacun sa tarte. Oh, merci. Alors, dites-nous tout, la recette. On va la regarder en image. Alors, là, j'ai fait une version grande pour la vidéo. On va mettre tout simplement de la farine avec un peu de cassonade, de la cannelle moulue, des pistaches concassées, mais vous pouvez mettre des noisettes, autre chose. On mélange, on ajoute du beurre doux, bien froid, en morceaux. Et on va créer sa pâte comme ça, qu'on va mettre au frais à peu près 15 minutes pour que le beurre redurcisse un petit peu. Pendant ce temps-là, on va prendre des bonnes fraises. Calmez-vous, tout le monde se précipite. Qu'on coupe en morceaux. Et aussi, pour justement un petit peu calmer, adoucir les cœurs, j'aime bien ajouter un petit peu de fleurs d'oranger, d'autres fleurs d'oranger. On laisse un petit peu infuser. Et ensuite, du coup, moi, je fais à la main, avec les doigts, en forme de cœur, la pâte qu'on met au four à peu près 20-25 minutes à 180. Et tout simplement, on ajoute les fraises par-dessus. Si on veut encore plus de gourmandise, on peut mettre un peu de chantilly, mais bon, je trouve que c'est déjà très bien. Là, comme c'est ça. déjà super. C'est-à-dire que si votre partenaire ne vous pardonne pas après une tarte comme ça, je ne comprends plus rien à l'amour. Déjà que je ne comprends pas grand-chose. Allez, regardez, c'est la première fois de ma vie que je vais être généreuse dans cette émission. Et que les choses soient bien claires, la seule fois également. La seule fois. Hein, c'est parce que, regardez, elle crie. Elle criait famine. Tenez les filles. Voilà, vous pouvez vous servir. Je sais pas si j'ai bien fait. Regardez comme elles sont contentes. Merci beaucoup, Héloïse. Vous êtes pour la paix des ménages et ça nous touche énormément. À très vite. À très bientôt. Bon, ça va être difficile, je vous préviens, de donner une seconde chance à l'histoire d'amour quand on fait appel à elle, parce que notre prochaine invitée, c'est la bête noire des partenaires infidèles. Elle les traque sous couvert de la justice. Et pourquoi est-ce qu'on aime entendre, quand on n'est pas concerné, des histoires d'infidélité plus folles les unes que les autres? Parce que ça nous rassure, on se dit qu'il y a toujours pire que nous. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec la détective privée Julie Catalifo. Bonjour Julie, merci d'avoir accepté notre invitation dans Bel et Bien Ensemble. Julie, depuis 15 ans, vous enquêtez sur des situations d'escroquerie, de fraude, de manipulation, mais aussi et surtout d'adultère. Mais le nombre de fois où j'aurais voulu vous appeler, mais le nombre de fois, du coup je l'ai fait moi-même. Voilà, j'ai fait des filatures, je vous expliquerai une autre émission. C'est un des chapitres de votre livre, Profession détective privé, c'est aux éditions HarperCollins. Il faut savoir que l'infidélité, depuis 1975, c'est plus une faute pénale, mais une faute au Code civil. Donc, bon, j'imagine, Julie, vous avez été confrontée à de nombreuses histoires d'infidélité. Est-ce que vous pouvez nous raconter celles qui vous ont le plus marqué? Un top 3, par exemple, des situations les plus folles que vous ayez vécues. Alors, j'en ai beaucoup, 15 ans d'expérience, j'ai énormément d'anecdotes, j'en raconte beaucoup dans mon livre. Mais si je devais faire un top 3, je pense tout de suite à cette cliente qui me contacte et qui a un doute parce qu'elle trouve un portable dans la poche du manteau de son époux, portable qu'elle ne connaissait pas. Et on va se mettre en place et découvrir finalement qu'il a une double vie. Donc, au-delà d'une double vie, il a une double maison, une autre femme, 3 autres enfants. Des enfants et tout? Exactement, alors qu'il a déjà 2 enfants avec ma cliente. Il en a 3 autres avec l'autre femme. Donc là, on est réellement sur une double vie. Il prenait le train, il lui disait qu'il travaillait énormément et qu'une semaine sur 2, il avait un voyage à faire. Et je pense qu'il disait la même chose à l'autre femme. Mais quelle énergie, je me dis toujours, mais l'énergie que le gars doit mettre dans ce mensonge, mais Exactement. C'est pas reposant quand même d'avoir une double vie. C'est pas reposant. J'en ai une autre qui m'est fidèle depuis plus de 10 ans. Cette cliente, on part sur une suspicion d'adultère et puis on va se rendre compte que finalement, le mari va être pris dans un engrenage et un réseau de prostitution, voilà, qui va le mener à du chantage alors qu'on partait dans simple, entre guillemets, adultère. Et un petit troisième? Et un petit troisième, donc c'est un PDG, un cadre idyllique, une famille, des enfants, très religieux. On part également sur une suspicion d'adultère, simple, voilà, je pense que mon mari a une maîtresse. Et finalement, on va se rendre compte que ce PDG, le midi, se retrouve dans des hôtels un peu sordides qui ne correspondent pas, on va dire, à son milieu social. Et lui va s'adonner à la prostitution. Quoi?
Et vous m'avez perdu. Là, vous m'avez totalement Vous perdu. m'avez demandé un top 3. Ah oui, là, vous dis là des- c'est gratiné, quoi. Ah oui, là, non, bah écoutez, là, je me dis la pauvre. Parce qu'en fait, ce qui est terrible là-dedans, au-delà, je trouve, de l'adultère, c'est la duplicité. Exactement. C'est-à-dire qu'on se dit, mais avec qui ai-je vécu? De la pathologie. hein, La à ce niveau-là, pathologie, c'était voilà. de la C'est vous qui pathologie. annoncez en personne à la... Exactement. Oh là là, oui, c'est une mission quand même de devoir annoncer ça. hein. Comment est-ce que vous procédez pour apporter les preuves d'infidélité à vos clients d'ailleurs? C'est comme dans les films, vous faites donc des filatures, ce que j'ai fait moi-même. Vous prenez des photos, vous vous déguisez. Alors, je ne recommande pas de le faire soi-même. hein. Faites appel à des professionnels. Nous sommes agréés pour cela. Vous l'avez Nous connu avons avant. une autorisation d'exercice. Mais effectivement, nous réalisons des filatures et des surveillances. J'ai des collaborateurs qui travaillent avec moi, qui sont tous spécialisés dans leur domaine. Donc, filature voiture, filature moto. Nous produisons des rapports qui sont valables en justice et qui vont servir de preuve pour les affaires familiales, le divorce, la garde d'enfants, la prestation compensatoire. Arnaud, des formations professionnelles obligent parce que je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes journaliste sportif quand même à la base et vous êtes intéressé à un sport particulier, Oui. celui des petites feintes dans la fidélité du couple. Donc vous nous parlez du micro-cheating. Un sport bien agile. C'est ça, c'est la happy thérapie. Sûr que ça va tous vous faire ricaner et que je suis persuadé que là au milieu, ça va vous parler à tous. Et là, je veux pas de menteur là au milieu. Donc, c'est le micro-cheating. Donc, on va pas faire d'anglicisme, c'est la micro-infidélité. Je vais vous donner l'expression qui pourrait être dans le Larousse et après, je vais vous donner la mienne. C'est toutes les petites actions du quotidien qui peuvent indiquer qu'une personne accorde une attention émotionnelle ou physique à quelqu'un d'autre que son partenaire. Et moi, ma définition, c'est vous êtes borderline, vous jouez avec le feu, ça va vous péter au nez. Donc, on va faire un jeu, c'est-à-dire que je vais vous exposer des situations du quotidien et vous allez me dire si vous trouvez que votre conjoint est prêt à franchir la frontière ou pas. Mais attention, et vous, Cécilia, vous réagirez là-dessus, c'est la perception de chacun. Donc, on va passer avec la première situation. Ça, c'est pour ça que je disais que ça arrive fréquemment. Votre conjoint aime une photo d'une autre femme ou d'un autre homme sur les réseaux. Alors, je vais m'adresser d'abord à vous, Misha. Micha. Vous, est-ce que ça vous agace ou pas? Non. Non, c'est vrai? Oui, non. Il peut liker tranquille. Oui. Et le public? Moi, mais enfin, Même pas en rêve selon même Sarah pas en Cado. rêve, mon chou. Bah non. Ok. Oui, non, ça me dérange pas. Bon, on retiendra votre Elle est réponse. une fille bien. Mais on voit déjà qu'on n'est pas d'accord. Votre partenaire, alors là c'est chaud, garde contact avec son ex et surtout réutilise certains de ses cadeaux. Donc là on imagine le pull rempli de parfum de l'ex. Et là je me tourne vers Mia cette fois. Oui. Bon, ben, j'espère que c'est un bon parfum, hein, déjà de base. Je sais pas, faudrait voir avec le contexte en vrai, mais je pense que, comme Micha, je cherche pas la petite bête. Faudrait que le contexte soit vraiment bon, par contre, là, vraiment solide, là, mais je pense que ça me dérangerait moins que la moyenne ou la majorité. On a plutôt deux personnes assez cool quand même. Le public, mitigé aussi. Voilà, j'ai des noms qui arrivent. Ok. Encore une fois, mitigé. Et la troisième situation, alors dans un bar, il y a un inconnu qui vient discuter avec votre partenaire et votre partenaire la rembarre pas direct ou ne le rembarre pas direct. Jocelyne, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Une balle dans Ça la vous tête, je sais. Ça va aller plus vite. Ça vous agace ou pas? Non, pas vraiment. Quoi? Non, mais- Ah, là, on est d'accord. Vous, ça vous agace? Ah oui, ça Bon, oui. ok. Non, parce que je ne sais pas ce que la personne lui dit. Oui. Alors, oui. Là, on va mettre un détective privé dessus avec un micro. Si je sais, alors à ce moment-là, non. Je dis, bah, tu ne rentres pas à la maison si c'est pour... Je change la serrure. Ah oui. Ok. Cécilia, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tous la même réaction face à ces situations? Parce qu'on a tous un rapport à ce qui est OK ou pas OK dans le couple qui est totalement personnel et singulier. Nos réactions, elles dépendent beaucoup de notre histoire, de nos relations précédentes, de notre sensibilité, beaucoup aussi de ce qui nous insécurise et de ce qu'on va trouver dangereux pour le couple. Donc, en théorie, ce qui relève d'une infidélité, c'est ce que le couple a convenu d'établir comme limite. Mais comme souvent, très souvent, il ne définit pas du tout explicitement les limites. En fait, ils les découvrent ensemble quand ils sont confrontés à certaines situations, ce qui peut donner effectivement des situations très particulières.
Et voilà. En tout cas, moi, tout ce que vous avez listé, c'est niette. Hein. Si jamais que mon mari me regarde, mon chou, à mon avis, fais attention. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci Sarah, merci Arnaud, merci Cécilia Como d'être venue nous éclairer ce matin. Julie Catalifo, je rappelle votre livre, je le disais tout à l'heure, qui se lit vraiment comme un polar. Ça s'appelle « Profession détective privé dans les coulisses des enquêtes, adultère, avarice et autres péchés capitaux ». C'est chez HarperCollins, voilà, donc je vous invite à lire ça. Sachez qu'on a des réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre sur les pages Bel et Bien Ensemble. Il y a une mine d'astuces bien-être, il y a une mine d'informations scientifiques. On vous attend nombreux et si vous nous écrivez, on vous répond. Voilà, comme ça, on est ensemble 24 heures sur 24. Je vous souhaite de passer une très belle journée sur France 2. À demain, 9h55.